Donc, Monsieur Fouad Chaferi, inspecteur général des affaires pédagogiques et directeur des curricula au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Monsieur Fouad Chaferi, c'est à vous. On fait descendre. Non. D'accord. Bien. Merci Madame la Directrice. Tout d'abord, je commence par remercier l'Instance nationale de l'évaluation pour m'avoir invité à cet atelier de présentation du rapport. Et par l'occasion, je félicite l'instance pour avoir pris l'initiative de rédiger ce rapport. Très bien. De rédiger ce rapport et de l'avoir mis à la disposition de tous les intervenants et acteurs du système éducatif. J'ai eu la possibilité de lire le rapport. Je l'ai eu avant le grand public, 5 jours avant le grand public. Ça m'a fait quand même passer 2 nuits presque blanches pour le lire dans sa totalité, pour pouvoir revenir vers vous avec certaines remarques, mais aussi une intervention par rapport à la question qui m'a été posée: quelle est l'implication pédagogique des résultats de PISA 2018 pour le Maroc et pour le système éducatif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également remercier mes collègues directeurs provinciaux, directeurs d'académie, cadres du Centre national d'évaluation et des examens, chefs d'établissement, pour la réussite de la mise en œuvre de cette première évaluation, PISA, Maroc 2018. C'était un grand challenge au moment où ça a été lancé en partenariat avec l'OCDE. Et pour moi, les résultats qui ont été présentés aujourd'hui ne me surprennent pas. On savait que les résultats, ils seront ce qu'ils sont. Moi, je m'attendais au pire. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment la participation à ces évaluations internationales va nous aider à pouvoir avoir des repères et avancer dans le bon chemin. Déjà, je peux dire que l'évaluation 2022 à laquelle on va participer ne va pas nous apporter de grandes surprises. Sinon, il va nous renseigner surtout sur les pertes des apprentissages qui sont dus à Covid. C'est pour cela que pour les prochaines éditions, si j'ai à faire une recommandation, ça serait que les rapports voient le jour dans les mois qui suivent la publication des résultats, afin qu'on puisse intervenir, que le ministère puisse intervenir, et que la prochaine édition soit l'occasion de voir les politiques publiques se déployer pour corriger les imperfections, voire les failles qui sont généralement révélées par ces enquêtes et ces études. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2018, il n'y a pas eu de changement de programme au niveau du collège. Donc, il serait très difficile de s'attendre à des résultats différents des résultats que nous avons obtenus.
Donc avant d'enchaîner avec ma lecture du rapport, je tiens à remercier également Madame Malika Al-Asri, directrice générale du MCA Maroc, et les responsables de l'OCDE et de l'INE pour tout le travail qu'ils ont fait de compilation de données, d'analyse des résultats. J'ai essayé de rassembler les principales remarques de ma lecture du rapport dans 5 chapitres ou 5 entrées qui nous permettent tout d'abord de comprendre quels sont les défis à relever par le système éducatif marocain, mais également quelles sont les pistes pour pouvoir relever ces défis. Donc, première rubrique, et ça a été annoncé par Madame Benbiga dans la conclusion, c'est l'inclusivité du système. Dans l'absolu, on a encore beaucoup de redoublements dans le système éducatif. Mais si on compare aux 3 années passées, nous allons trouver qu'il y a un avancement. Le rapport ne le met pas en évidence parce que le rapport, ce n'était pas son souci. Il y a 3 à 4 ans, on avait presque 90 000 enfants de la première année qui redoublaient. Aujourd'hui, nous sommes à 79 000. Est-ce que ce taux est acceptable? On dirait non. Surtout avec la forte progression de la pénétration de l'enseignement préscolaire. La raison principale de l'échec en première année primaire, c'était dû essentiellement à la diversité des profils des enfants qui arrivent en première année primaire, ceux qui étaient déjà dans un préscolaire moderne, ceux qui viennent du préscolaire traditionnel et ceux qui n'ont jamais fait de préscolaire. Le profil également des enseignants à qui on attribue l'enseignement dans les premières années du primaire. Dans beaucoup d'établissements, ce sont des enseignants qui sont à la pré-retraite, qui choisissent d'être dans les premières années du primaire. C'est les enseignants qui marquent le plus grand écart d'âge avec les enfants de 6 ans, en les comparant avec les jeunes enseignants qui sortent des établissements de formation. Il y a aussi même des questions ou des causes qui peuvent être de nature psychologique. À force d'être dans un système qui est trop stressant, les gens qui sont proches de la retraite, généralement, ils ont moins de possibilités d'accepter dans leur classe des enfants qui viennent apprendre un métier. Le métier d'élève, c'est un métier qu'ils vont apprendre et avec lequel ils vont vivre pendant un certain nombre d'années. Donc la non-inclusivité du système, marquée par les faibles acquis des compétences, se manifeste essentiellement par le redoublement, un redoublement qui dépasse pour la première année du primaire 10% de la classe d'âge d'enfants qui s'inscrivent en première année. On voit sur les 6 années du primaire qu'il y a une certaine atténuation de ces effectifs, mais ça reste quand même alarmant. Ça reste inadmissible. Inadmissible, et le rapport le dit. Le rapport le dit à demi-mot que le redoublement ne semble pas être une politique efficace pour rehausser le niveau des élèves. Quelles sont les alternatives qui sont proposées par le rapport? Et là, on va se retrouver face à des alternatives ou devant des alternatives qui sont, dans quelques-unes, sont déjà mises en œuvre par le système éducatif, si ce n'est pas dans l'ensemble des établissements scolaires, dans un grand nombre d'établissements scolaires. Tout d'abord, c'est mettre en place des cellules de veille. Cellules de veille pour prédire
quels sont les élèves qui vont probablement être dans une situation d'échec scolaire, voire au niveau du collège dans une situation de déperdition scolaire, mais on n'a pas besoin d'avoir une cellule physique de veille. Il suffit d'exploiter les données que nous avons aujourd'hui sur Massal, des notes collectées presque chaque mois, ou au moins chaque trimestre sur les élèves, et à la fin du premier trimestre, avoir une idée plus claire sur les élèves qui vont droit au mur vers la fin de l'année. Donc une cellule de veille, oui, mais nous avons aujourd'hui un instrument très fort qui peut aider les chefs d'établissement et les équipes pédagogiques au niveau des établissements. Il faudra bien sûr les outils pour pouvoir utiliser ces données qui sont massées au niveau de la méga base de données Massal pour qu'ils soient utilisés pour la prévention de l'échec scolaire. L'accélération de la mise en œuvre ou la mise en place des dispositifs de soutien individualisés au sein des établissements. Ça, c'est aussi une des préconisations qu'on a dans le rapport. Elle est très facile à dire. La mise en œuvre, on en a souffert, surtout dans des situations où on a le plus besoin. Si vous prenez le cas du milieu rural, vous prenez une école, vous avez des enseignants qui font généralement la navette. Il y a un enseignant qui a une voiture et qui, en covoiturage, ils viennent ensemble, ils partent ensemble. Il est très difficile d'envisager qu'un enseignant puisse rester après le cours à 5 heures pour faire du soutien individualisé aux élèves. Donc, soit le soutien individualisé est pris en charge pendant les heures de cours, soit qu'il n'est pas pris en charge. Et là, la troisième préconisation, et je pense qu'il n'a pas pris en considération ce qui a été fait lors de la révision du curriculum du primaire. La préconisation qu'on retrouve dans le rapport, c'est l'allègement des programmes scolaires pour pouvoir intégrer le soutien dans le temps scolaire des élèves et des enseignants. Ceci a été déjà fait depuis 2018. Les enseignants du primaire n'ont plus dans leur tableau de service que 27 heures de travail, et dans ces 27 heures, on déduit 2 heures et demie des récréations, et les 3 heures restantes sont les 3 heures que nous avons affectées à tout ce qui est soutien scolaire, activités parascolaires et aussi formation continue des enseignants. Autrement dit, chaque enseignant dans le primaire dispose d'un capital temps qui est équivalent à environ 100 heures par an, 3 heures par semaine, multiplié par 34 semaines, et qui doit être réparti entre les 30 heures du droit, qui représente le droit de chaque enseignant à la formation continue, et le reste doit être investi dans le projet d'établissement, soit sous forme de soutien scolaire ou d'activité parascolaire. Puis, quatrième préconisation, c'est qu'on retrouve dans le rapport, c'est l'accélération de la généralisation du préscolaire. Là aussi, accélérer plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en passant de 46% il y a 3 ans à 72% aujourd'hui, risque de renverser le camion en cours de route. Donc nous avons des capacités à former les éducateurs, les éducatrices, nous avons des capacités à trouver des mécanismes financiers pour le préscolaire, surtout communautaire pour les milieux défavorisés. Vouloir passer à 100% très vite pourra avoir des conséquences néfastes par rapport à la qualité de l'éducation, sachant que nous avons aujourd'hui également plus de 30% de préscolaires traditionnels qu'il faudra réhabiliter et qui nécessitent aussi un travail en profondeur beaucoup plus difficile que le travail de création d'un préscolaire là où il n'existe pas. Donc par rapport à ce première entrée, mener notre système éducatif vers plus d'inclusivité en réduisant le redoublement
le plus possible qu'on peut, en prenant des décisions par rapport à l'amélioration de la qualité des apprentissages. Je pense que c'est une voie qu'on est en train d'emprunter. Si je reviens, et là c'est un parallèle que je suis en train de faire, entre ce qui a été préconisé par le rapport et le portefeuille des projets qui ont été élaborés par le ministère de l'Éducation nationale suite à la publication de la loi 51-17, nous allons retrouver toutes ces actions dans 3 projets essentiellement. Le projet 3, qui est le projet de soutien social aux enfants. Le projet 4, qui est le projet sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et le projet 5, c'est l'école de la deuxième chance, ou l'éducation non formelle. Donc ces 3 projets, en plus du projet 1 qui est le préscolaire, donnent une réponse s'ils sont menés à bien jusqu'à la réalisation des objectifs qui ont été fixés et qui représentent un engagement du ministère. Très bien. Donc, comme je disais, il y a au moins 4 projets qui répondent à cette problématique, qui vont aider certainement à mettre en place l'ensemble de ces préconisations qu'on a dans le rapport. Je ne peux terminer ce survol de cette première entrée sur la non-inclusivité du système qu'on connaît déjà et qui existe déjà depuis longtemps, sans un petit clin d'œil pour les rédacteurs du rapport. Lorsque je lis par exemple dans la page 125 que l'école marocaine, un certain nombre de points de suspension, met en péril l'égalité des chances prônée par la vision stratégique, moi je me demande, est-ce qu'on peut mettre en péril quelque chose qui n'existe pas? On met en péril, si l'égalité des chances existait, on peut dire que l'école mettait en péril cette égalité. Mais l'égalité des chances n'existait pas, donc l'école vise en fait à réduire cette inégalité des chances et non pas la mettre en péril. Deuxième entrée, c'est par rapport, et c'est une question vraiment très embarrassante. Comment ça se fait que les élèves les plus performants n'atteignent pas la moyenne des élèves au niveau de l'OCDE? Dans le rapport, on nous incite à questionner au moins les curricula, les programmes et les approches pédagogiques. Moi, je pense qu'il y a un oubli. L'oubli, c'est il faudra également questionner la manière dont on évalue les élèves. Et Feu Abdelrahim Harouchi utilisait des métaphores pour parler des systèmes d'examen et comment les examens conditionnaient les apprentissages. Deuxième chose, et toujours par rapport à la manière dont on évalue les élèves, le nivellement, parfois, il se fait par le bas. Lorsqu'on est dans un niveau où les élèves, dans un niveau scolaire, où le niveau des élèves est relativement bas, les examens préparés par les enseignants, préparés par les directions provinciales, préparés par les académies, préparés au niveau national, peuvent avoir la tendance de mettre une moyenne des élèves à l'aise pour répondre ou être dans la moyenne. Et là, les élèves qui sont brillants ne trouvent pas des conditions d'émulation qui les incitent à faire plus d'efforts. Et c'est pour cela qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus, on avait prôné dans le système éducatif la mise en place des établissements d'excellence. Et on voit aujourd'hui avec un établissement d'excellence tel que le lycée d'excellence de Belgrade,
comment les résultats du Maroc par rapport à un certain nombre d'accès aux grandes écoles au niveau international ont été nettement améliorés parce qu'on a mis dans un établissement les meilleurs élèves entre lesquels il y a de l'émulation. Donc là, questionner le curriculum, oui, mais pas uniquement. Pour questionner le curriculum, moi je ne dispose pas aujourd'hui d'éléments probants pour le faire. Dans le rapport, on lit qu'il faudra questionner le curriculum à la lumière de ce qui se fait dans les pays performants. On ne peut pas s'amuser à faire le tour des pays performants pour améliorer notre curriculum. Ça peut se faire, un benchmark international. Mais je pense plutôt à ce que nous avons fait pour TIMSS et PELS au niveau du primaire. C'est plutôt en comparant les cadres de référence des évaluations internationales avec notre programme scolaire. Et ça, c'est une piste qui est beaucoup plus efficiente et probante que d'aller chercher ce qui marche ailleurs et qui marche ailleurs dans des conditions qu'on ne peut pas transposer chez nous. Donc il faudra voir, par exemple, par rapport à ces questions, moi j'ai relevé ces questions, par exemple, les connaissances de type épistimique dans tout ce qui est lecture, tout ce qui est, scientifique, est-ce qu'on les aborde dans le programme scolaire ou non? Donc, en analysant le cadre de référence des items sur les connaissances de nature épistimique, on peut voir quelles sont les améliorations qu'on peut introduire dans notre programme scolaire et dans la formation de nos enseignants. Donc, pas uniquement, il n'y a pas que les programmes scolaires, il y a aussi la formation des enseignants, il y a aussi les manuels scolaires qui doivent être interrogés. Lorsqu'on interroge les aspects pédagogiques, il faudra les interroger dans leur globalité. Les standards qui sont posés. J'ai essayé de lire, comme je disais, c'était des nuits blanches pour pouvoir lire le rapport, mais je peux revenir par la suite. J'ai lu essentiellement le niveau 6. C'est le niveau 6 pour les mathématiques, pour la lecture et pour les sciences. Je ne suis pas spécialiste de langue, mais par rapport aux mathématiques et sciences, qui sont mes disciplines, que j'enseignais, je trouve personnellement qu'un élève de fin de collège peut théoriquement arriver facilement au niveau 6. Or, dans les résultats, on est absent du podium. On est absent du podium par rapport au niveau 6. On se retrouve entre le niveau 1 et 2, voire 3 pour des pourcentages très faibles. Donc, en relisant ces descriptions des tâches sur lesquelles, ou qui font l'objet des items des évaluations, moi je me demande, est-ce qu'il ne faudra pas les considérer comme des standards et reconstruire les programmes scolaires à partir de ces standards? Et ça peut être une des pistes qu'on pourra aborder très prochainement, puisque nous comptons, au cours de l'année 2002, préparer la refonte des programmes du secondaire après avoir finalisé ceux du primaire qui nous ont pris quand même 7 ans entre 2014 et 2021. Donc, deuxième entrée, même les élèves qui sont les plus performants, qui n'atteignent pas la moyenne de l'OCDE, questionner le curriculum scolaire, les programmes, questionner les formations des enseignants et les approches pédagogiques, questionner les outils pédagogiques, surtout le manuel scolaire. Chez nous, le manuel scolaire reste jusqu'au jour d'aujourd'hui le principal élément de pilotage de ce qui se passe dans la classe, et revoir ou voir ce qui se passe ou ce qui est préconisé dans les cadres de référence des évaluations et des enquêtes internationales auxquelles participe le Maroc. Et là, comme pour la première entrée, nous avons 2 projets qui sont pratiquement axés sur tout ce que je viens de dire dans le portefeuille des projets de mise en œuvre de la loi C-51-17. C'est le projet 8 sur le développement
du modèle pédagogique et le projet 12 sur le système d'évaluation des apprentissages. La troisième entrée, c'est une entrée sur les moyens, les ressources pédagogiques, matérielles, qui sont mis à la disposition des enseignants et des élèves. Tout d'abord, le manque de matériel et la faiblesse de la connectivité, la faible qualification du personnel et le manque d'assistance technique. Nous sommes entrés depuis une quinzaine d'années dans l'ère du prolongement de l'action de l'enseignant par les outils électroniques et digitaux, et l'enseignant ne peut pas se transformer en réparateur, en enseignant, en pédagogue et toutes les missions qui lui sont dévolues traditionnellement. Donc ce manque, qui n'est pas forcément un manque uniquement matériel. Si on avait fait la comparaison avec des pays qui ont fait le pas de suréquiper les établissements scolaires en matériel informatique, je ne pense pas qu'on va trouver de grandes différences par rapport aux résultats. C'est la manière dont ce matériel est utilisé, et également la conduite du changement, des pratiques pédagogiques qui est l'enjeu principal, et non pas la disponibilité du matériel. Tout cela, et moi je le conditionne toujours par rapport également à l'évaluation. Et nous avons déjà une expérience. Les personnes qui nous suivent à distance savent que pendant la période du programme d'urgence, il y a eu un grand effort pour l'équipement des laboratoires de physique et de SVT et de chimie dans les lycées. Mais comme les élèves ne sont interrogés en examen de baccalauréat que sur des épreuves théoriques, beaucoup d'enseignants préfèrent chanter, comme on dit en physique, c'est-à-dire zapper les travaux pratiques pour aller droit vers des choses qui vont être utiles aux élèves qui vont passer le baccalauréat. Donc le matériel digital, les ressources numériques, le matériel de laboratoire, tout ça c'est important, mais il faudra qu'il soit intégré dans un processus qui tient compte des acquis qui vont parvenir aux élèves à partir de ces ressources. Là aussi, un petit clin d'œil au rédacteur du rapport. Je lis par rapport à cela, l'école qui est censée réduire les iniquités d'ordre social et économique concourt à les renforcer. Moi, je pense que l'iniquité existe déjà. L'école, il concourt à les combler. Mais si dans un douar, il n'y a pas d'électricité ou l'école n'est pas dans les établissements qui sont programmés pour l'achat de matériel informatique, ce n'est pas une action délibérée pour concourir à renforcer l'iniquité. Donc je pense un peu plus de finesse par rapport à certaines expressions nous mettra tous à l'aise. Par rapport aux solutions, formation des enseignants sur l'éthique, oui, mais la formation, il doit être liée à l'action. Lorsqu'on forme un enseignant et on le laisse pendant 2 ans ou 3 ans avant que les équipements arrivent dans l'établissement, on a toutes les chances que ces formations soient comme de l'énergie perdue. La discrimination positive pour les milieux défavorisés, là aussi c'est important, mais il faudra aussi que cette discrimination ait les moyens d'être mise en œuvre. Je n'ai pas le chiffre exact des établissements scolaires en milieu rural qui sont objets de vandalisme chaque année, et beaucoup de chefs d'établissement en milieu rural ont beaucoup de difficultés à laisser du matériel dans un établissement dans lequel il n'y a pas de vigile pour la garde, surtout pendant les vacances.
On a beau acheter des écrans plasma, des DVD au moins pour certaines ressources qui peuvent être utilisées dans certaines disciplines scolaires telles que les langues, la géographie, etc. Mais faute d'avoir des endroits sécurisés pour garder ce matériel, une discrimination positive, peut-être aujourd'hui avec les tablettes mises à la disposition des élèves, mais il nous faudra des tablettes low cost et qui peuvent être remplaçables, comme ça a été fait dans certains pays, des tablettes à $20 ou à $25 qui peuvent être remplacées facilement. Mais ça, c'est aussi une interpellation de tout l'écosystème de l'industrie électronique au Maroc, qui offre un marché énorme pour cette industrie, qui est l'école, avec ses 8 millions d'élèves. Et certains pays ont déjà emprunté et aussi toutes les startups qui peuvent développer des applications qui peuvent être utiles dans l'éducation. Pour faire le lien avec le portefeuille des projets, c'est tout ce qui vient d'être dit par rapport à cette entrée 3 table parfaitement avec ce que nous avons dans le projet 14. C'est le projet qui est relatif aux nouvelles technologies, au développement des technologies de l'information et de la communication dans le système éducatif. La quatrième entrée, et je termine bientôt, c'est par rapport à la formation initiale et le développement professionnel qui doivent être renforcés et améliorés. Le rapport met l'accent sur une différence de taille qui existe entre les profs du public et ceux du privé. Et je vais revenir à cette question. Le rapport met aussi l'accent sur la durée très courte de la formation initiale et sur un des facteurs aussi que je considère comme important, c'est la disponibilité de formateurs compétents. Lorsqu'on forme 15 000 enseignants par an, 15 000 futurs enseignants par an, ces 15 000 futurs enseignants ont besoin d'un encadrement. Ils ont besoin d'un encadrement par des formateurs qui ont une expérience avérée dans la formation initiale des enseignants. Je dirais que nous avons tout un projet, le projet 9, sur la formation initiale et continue des enseignants, qui est dédié à cette problématique. Mais il faudra quand même, en faisant des comparaisons, comparer le comparable. Lorsque j'ai un établissement scolaire ou un groupe scolaire avec quelques dizaines d'enseignants, même parfois sans formation initiale, la formation ou le développement professionnel peut réduire l'écart avec ce qui devrait être acquis en formation initiale. Et très vite, si la formation, le développement professionnel est permanent, on pourra arriver à avoir des enseignants qui vont acquérir des qualités professionnelles performantes. Et c'est ce que nous observons dans les établissements privés. Dans les établissements privés, parfois, des recrutements à partir des lauréats de l'université sans formation pédagogique, mais avec une formation de proximité par le directeur pédagogique, par les inspecteurs qui sont dedans, par les accompagnateurs qui sont dedans, par les plus anciens. Très vite, on arrive à avoir des enseignants performants. Donc nous, on est au niveau du système éducatif public, on est rattrapé par l'effet de la masse, du nombre. Mais là, bizarrement, je n'ai pas vu dans le rapport, puisque le rapport ne relate pas uniquement ce qui est dans l'évaluation PISA, il y a des prolongements. Moi, j'aurais pu écrire un certain nombre de préconisations sans voir les résultats de PISA. Un corps tel que le corps inspectoral n'est pas interpellé par rapport à la formation continue des enseignants. Nous avons un corps dédié d'environ 2000 cadres qui sont déchargés de la responsabilité des classes et qui a pour mission essentiellement d'accompagner les enseignants. Évaluer, c'est vrai, mais évaluer pas pour évaluer uniquement, évaluer pour accompagner, pour améliorer, pour développer professionnellement les enseignants. Et ça, c'est une piste aujourd'hui qu'on oublie,
Surtout que la position d'évaluateur, elle est très facile. Moi, je pense évaluer ça s'arrête au moment où on rédige un rapport, alors qu'accompagner pour le changement, ça nécessite le rôle du chef d'établissement dans le primaire. Le chef d'établissement dans le primaire, c'est également un enseignant. Un enseignant dans le primaire. Il connaît les programmes scolaires. Il n'est chef d'établissement que parce qu'il a vécu comme enseignant, qu'il connaît les bonnes pratiques. Et je pense la diffusion des bonnes pratiques, le rôle des communautés de pratique. Nous avons instauré les communautés de pratique dans certaines régions du Maroc. Et ça, ce sont des préconisations qui pourraient enrichir tout ce qui a été préconisé dans le rapport. Inspecteur, communauté de pratique et rôle de chef de l'établissement. En plus de la casquette de gestionnaire d'un établissement scolaire, il a aussi la casquette d'un encadrant, et surtout des novices. Je termine cette quatrième entrée par le rôle de tout ce qui est matériel pédagogique qu'on met à la disposition des enseignants. Nous observons, et depuis longtemps, que beaucoup d'enseignants chez nous, au niveau du primaire, ne disposent que du manuel scolaire qui est destiné aux élèves. Nous avons mené une grande bataille avec les éditeurs des manuels scolaires pour pouvoir mettre à la disposition des enseignants tous les guides des 99 manuels. Nous avons 116 manuels au niveau du primaire. Il nous reste encore 17 manuels à réécrire de l'Amazigh et de l'enseignement originel primaire. Mais tous ces guides, ils sont aujourd'hui sur le portail du ministère. Un enseignant, lorsqu'il a la connexion, il peut télécharger sur son téléphone les guides des manuels qu'ils utilisent. Et les guides des manuels les nouveaux guides que nous avons depuis 2018, ce ne sont plus des guides qui comportent des aspects théoriques, c'est plutôt des guides pratico-pratiques qui parlent des tâches et des activités. Quelles sont les activités de l'enseignant, quelles sont les tâches de l'élève par rapport à chaque leçon. Et je pense là aussi, c'est un outil très performant dans les systèmes que nous avons interrogés, surtout les pays asiatiques. Le guide de l'enseignant, c'est pratiquement le livre de chevet de l'enseignant qui l'aide à accomplir sa tâche en bonne et due forme, sachant que après un certain nombre d'années, le novice devient également expert. Je termine, si vous permettez, par une cinquième entrée. C'est l'entrée gestion des établissements scolaires, encadrement pédagogique et soutien à l'action des établissements. Le rapport soulève un certain nombre de constats. Tout d'abord, les chefs d'établissement sont seuls, généralement, au niveau du primaire, ou très peu appuyés par un personnel administratif. Vous avez un collège de 1200, 1300 élèves, vous avez un chef d'établissement et 2 surveillants généraux, sachant qu'il y a une note ministérielle qui règle donc presque 600 élèves par surveillant général. Donc le rôle surveillant général, au lieu d'aller sur Massar, de faire le suivi des élèves, il est tout le temps en train de régler les problèmes des 600 élèves qu'il a à sa charge. Donc pas de personnel. C'est vrai que nous avons commencé le recrutement il y a une année. On est en 2e année des personnels de soutien aux établissements scolaires, mais le déficit il est énorme et nous avons besoin d'un grand effort à ce niveau-là. Deuxième tare qui a été relevé par le rapport, c'est la déperdition du temps scolaire ou le temps d'apprentissage. On doit faire la différence. Les élèves, ils sont en classe, mais parfois ils n'apprennent pas. Les élèves, ils sont en classe, mais parfois ils ne sont pas encore de suivre un cours ou des activités. Et le cas flagrant, c'est les élèves ne sont pas en classe ou l'enseignant n'est pas en classe. Donc ça aussi, je vais revenir après sur ce qu'on peut prévoir comme piste
par rapport à ce qui a été préconisé par le rapport. Puis il y a une troisième composante dans laquelle je vais mettre un certain nombre d'éléments qui sont pas très homogènes, mais qui conduisent à la même chose, l'engagement des élèves. Et là, moi, je suis un peu surpris que pour les élaborateurs du rapport, il n'y a pas eu un réflexe de lier la question de l'engagement des élèves à le non-impact du redoublement. Ceux qui redoublent, s'ils sont engagés, généralement ils réussissent. Mais s'ils ne sont pas engagés, ce n'est pas le redoublement qui va résoudre le problème, c'est l'engagement qui va résoudre le problème. Et là, il y a en fait comme si on a des variables composites qu'il faut décortiquer. Des analyses factorielles peuvent aider beaucoup mieux que des analyses statistiques traditionnelles ou descriptives. L'engagement des enseignants. Là aussi, le rapport reste sur le déclaratif. Le questionnaire enseignant, c'est un questionnaire sur ce que déclarent les enseignants. Mais est-ce qu'en fait, ce que déclare l'enseignant, c'est la réalité par rapport à l'engagement des enseignants? Il doit se manifester, il doit se mesurer, essentiellement par des observations. Je dirais même des observations participantes. Un inspecteur chevronné, il a généralement le flair. Au bout de 5 minutes dans une classe, il peut sentir si l'enseignant est engagé dans son métier ou non, en examinant un certain nombre d'indicateurs qui peuvent révéler le degré d'engagement de l'enseignant. Le harcèlement. Et le harcèlement, là aussi, c'est un phénomène qui est très ancien. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui apparaît en surface, surtout avec l'usage des nouveaux moyens de communication, surtout sociaux, et parfois des recherches de buzz, et d'autres fois par les responsabilités de certains responsables qui laissent périr des situations qu'il aurait pu résoudre au début avant que ça s'envenime et devienne irrésolvable. Puis finalement, le climat de la classe et la discipline dans les classes. Et là, c'est quelque chose que personnellement j'ai détecté dans plusieurs réunions que j'ai eues avec les enseignants, surtout lorsque je suis dans des endroits où je peux discuter, même en tant que directeur des curricula, avec les enseignants sans avoir cette casquette d'autorité, avec la casquette de collègue. Les enseignants, ils souffrent beaucoup de leur incapacité à gérer l'indiscipline dans les classes. Ils ne sont pas suffisamment outillés au niveau pédagogique. Et il y a des images mentales. Un enseignant à qui on a enlevé le bâtiment qu'il utilisait pour le châtiment corporel, on n'a pas remplacé par un autre instrument qui jouerait le même rôle, c'est celui d'avoir de la discipline dans la classe. Et ça, c'est une question qui nous interpelle. Nous interpelle pas uniquement en tant que système éducatif, mais également tous les sociologues, les psychologues, etc., pour analyser la société marocaine. Le climat dans les classes, climat d'humiliation, et ce climat, il y a des relations très fortes avec le harcèlement. Parfois, ceux qui sont harcelés, c'est les élèves qui sont brillants, parce qu'ils sont brillants. Donc là aussi, l'analyse factorielle de ces différentes variables pourrait nous donner des idées sur les pistes sur lesquelles, ou les pédales sur lesquelles on pourrait agir pour qu'est-ce qu'il faudra faire. On a certaines préconisations dans le rapport déjà.
renforcer le leadership du chef d'établissement. Oui. Mais est-ce qu'on sait le faire? Renforcer le leadership, ça ne se décrète pas. Le chef d'établissement aujourd'hui, il est submergé par ce qu'on attend de lui comme tâche administrative. Pour qu'il soit vraiment un leadership, il faut qu'ils aient sur le temps de la journée un temps qui doit être consacré au pédagogique. S'il n'a pas ce temps consacré, il doit être comptable également de ce qui se fait, ce qu'il fait sur le temps qui est consacré au pédagogique. La gestion des classes et des comportements perturbateurs. Là, on a besoin de disposer d'outils. Les enseignants doivent avoir des boîtes à outils. Comment faire face à des situations, parfois, qu'ils ne savent pas gérer. Renforcer les activités parascolaires. Oui, on peut renforcer les activités parascolaires, mais il faut disposer de plages horaires dans les tableaux de service des enseignants pour pouvoir gérer ces activités parascolaires. Aujourd'hui, les activités parascolaires, ils sont faits à titre volontaire par les enseignants. Vous avez un enseignant qui aime le théâtre ou la musique, il crée un club au sein de l'établissement, mais c'est sur son propre temps personnel que ça se déroule les activités parascolaires. Il faudra aussi qu'il y ait des reconnaissances. Nous avons commencé au niveau du ministère, il y a 2 ans, ce réseautage entre les différentes académies par rapport à des compétitions dans différents arts et des compétitions culturelles. C'est une très bonne voie qu'il faudra continuer et il faudra que les responsables prennent conscience et les parents prennent conscience que c'est une piste également qui permet de réduire tous ces effets négatifs dont on a parlé. Développer la parentalité positive, c'est aussi préconisé dans le rapport. Mais est-ce que c'est la mission de l'école ? Est-ce que ce n'est pas la mission d'autres acteurs au niveau de la société, d'autres départements ministériels ? On veut bien que les parents soient associés à l'école, qu'ils soient conscients de ce que fait l'école, que les parents n'attendent pas de leurs enfants que les enfants viennent réciter ce qu'ils ont appris par cœur à l'école. Mais tout cela suppose qu'il y a d'autres acteurs au niveau de la société qui interviennent au niveau des familles. Je termine, si vous permettez, par une conclusion. Ma conclusion, c'est que nous avons effectivement des retards face aux défis qui ont été soulevés. Mais ce ne sont pas des fatalités. Je ne pense pas personnellement que ces retards qui sont soulevés dans le rapport PISA 2018, c'est des fatalités, que nos enfants, nos élèves sont condamnés à rester dans la situation où ils sont. Le changement est possible. Le département a amorcé, depuis la publication de la vision stratégique, un certain nombre d'actions et de projets qui ne visent qu'améliorer la situation de l'école. Il faudra que tous les acteurs, surtout les acteurs constitutionnels et institutionnels, appuient ce qui est positif dans cette politique publique qui est menée par le ministère de l'Éducation nationale. Il faudra également, par rapport à certains chiffres, faire très attention. Lorsque j'ai lu que 64% des enfants marocains sont concernés, moi je dis que le rapport a oublié que nous avons 91 000 élèves qui sont dans les centres de qualification professionnelle et qui peuvent être à l'âge de moins de 15 ans. Nous avons 70 000 élèves qui sont dans les instituts d'initiation professionnelle. Nous avons 10 000 enfants qui sont dans le CAP, soit 170 000 enfants qui ont presque moins de 15 ans, presque tous, ou une grande partie. S'ils étaient comptabilisés, on serait à 80% de la classe d'âge qui est concernée ou qui est en scolarité, mais dans une autre forme de scolarité. C'est la scolarité dans les écoles de formation professionnelle qui ne dépendent pas de l'éducation nationale et qui n'ont pas été touchées par l'enquête PISA.
Lorsque je vois également dans le rapport que nous avons des enfants qui ont 15 ans en 3e année primaire, moi je pense que ce sont des enfants qui sont dans l'enseignement traditionnel, pas dans l'enseignement public, avec des pourcentages qui sont relativement significatifs. Donc là aussi, par rapport à ces données, moi j'aimerais bien s'il y a une autre édition qu'il soit prise en compte. Et je termine en disant qu'un grand chapeau à toute l'équipe qui a rédigé ce rapport. Il est venu 3 ans après l'évaluation, mais mieux vaut tard que jamais. Nous souhaitons qu'après 2002, on ait le rapport en 2003 afin qu'on puisse agir. Mais moi, je donne rendez-vous pour PISA en 2025, puisque pour 2022, il n'y a pas eu de grands changements pour lesquels on va s'attendre à des résultats ou à des changements spectaculaires par rapport aux résultats de nos... Je m'excuse d'avoir été un peu lent, Madame Bourkia. Vous m'avez dit une tamoul dar, donc j'ai abusé de ce que vous avez dit. Merci beaucoup.